Dans les rues animées et bondées de Paris, un milliardaire venait de sortir d'une tour de bureau luxueuse près de la Défense, lorsqu'une jeune fille le bouscula brusquement avant de s'enfuir. En une fraction de seconde, il se figea, porta la main à sa poche et découvrit avec stupeur que son portefeuille avait disparu. La colère monta en lui alors qu'il se lança à la poursuite de la fillette à travers la foule pressée. Ils coururent jusqu'à ce qu'elle trébuche dans une ruelle étroite et tombe obligée de s'arrêter. Lorsqu'il s'approcha et la vit enfin de près, la vérité qu'il découvrit le stupéfia au point de lui serrer la gorge. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, dites-moi d'où nous écoutez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, car demain, une surprise vous attend. La ville respirait la chaleur. La lumière de l'après-midi glissait durement entre les façades modernes et les immeubles haussmanniens, projetant des ombres découpées sur les trottoirs où une marée agitée de passants défilait entre vitrines, cafés de rue et bus impatients. Paris battait comme toujours, bruyante rapide, sans aucune excuse. Eric Bryan sortit des portes tournantes d'un immeuble en marbre, le genre d'endroit où l'on n'entre pas sans un costume parfaitement taillé. Son costume bleu marine, impeccablement repassé, semblait n'avoir jamais connu un pli. Les chaussures de cuir poli cliquetaient sur le sol avec précision. Son téléphone vibra. Il jeta un regard bref à l'écran, refusa l'appel d'un geste sûr, puis ajusta la manche de sa veste pour consulter sa montre, une Patek Philippe argentée qui scintillait comme de la glace sous le soleil. Le timing était tout. Il ne gérait pas seulement des capitaux, il gérait les minutes. Il descendit du trottoir, évitant un groupe de touristes armés d'appareils photo. Un choc soudain le déstabilisa. À peine perceptible, mais suffisant pour qu'il palpe instinctivement sa poitrine. Une inspiration brusque, un vide là où son portefeuille aurait dû se trouver. Il s'arrêta, pivota, balaya la foule du regard. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette en sweat à capuche sombre, un éclair de mouvement. Elle ne courait pas comme quelqu'un en retard, mais comme quelqu'un qui savait disparaître. Son portefeuille, elle l'avait. Et lança Eric, sa voix claquant dans l'air. Plusieurs têtes se tournèrent, mais pas elle. Elle accéléra, se faufilant dans la mer mouvante des corps, comme si elle s'y dissolvait. Eric n'hésita pas. Il se jeta dans la foule, ses longues foulées, tranchant le rythme du trottoir. Il ne savait pas ce qui le possédait. Peut-être l'orgueil, peut-être la colère, mais quelque chose de primal et de tranchant le propulsait en avant. Il n'allait certainement pas se laisser ridiculiser par une gamine des rues. Pas ici, pas maintenant. Ses chaussures démartelèrent le béton, évitant les mallettes, enjambant un gobelet de café renversé. La petite devant lui se glissait entre un vendeur de rue et une poubelle débordante avec l'agilité de l'eau, fuyant entre les doigts. Elle tourna dans une ruelle latérale étroite, bordée de balcons de fer usé et de murs tagués. Eric suivit souffle court, cœur battant, d'une façon qu'il n'avait plus ressentie depuis ses jeunes années à boxer dans un club privé du 8e arrondissement. Il aimait autrefois la poursuite dans les négociations financières à la Défense. Mais ceci était différent. C'était réel. La poussière lui brûlait les poumons, une fine sueur coulait le long de son dos, et une éraflure cuisante marquait sa paume, où il avait frotté un mur de briques qu'il n'avait pas vu venir. La fillette se retourna une fois juste une. C'est là qu'il vit ses yeux, grands sombres vifs, pas cruels, pas arrogants, juste rapides. Elle prit un virage brusque et sauta par-dessus une pile de palettes abandonnées. Eric jura entre ses dents et fonça. Il n'était pas aussi rapide qu'elle. Plus maintenant. Mais la colère donnait parfois des ailes à un homme. Elle perdait du terrain. Il le sentait. Elle tourna encore cette fois dans l'aire de livraison, derrière un petit supermarché, avec l'asphalte fissuré et l'odeur tenace d'huile chaude et de viande provenant du marché voisin.
Elle poussa son épaule contre un portail métallique et se glissa par un interstice. Il la suivit et cette fois, elle trébucha. Sa sandale gauche se déchira. Elle tomba en avant sur la main glissa, puis se redressa dans un mouvement paniqué. Cela lui donna juste assez de temps pour réduire la distance. Il prit le dernier virage et elle était coincée. Une impasse. La ruelle derrière l'épicerie s'achevait sur un mur de briques, effrité trop haut pour être escaladé trop lisse pour offrir une prise. Elle se retourna haletante. Sa capuche était tombée, révélant son visage. Jeune peut-être, 11 ou 12 ans. Une masse de boucles ébouriffées, collées à son front, ses joues salies par la poussière de la ville. Ses lèvres gercées, ses yeux pas durs, comme il s'y attendait, mais épuisés. Beaucoup trop épuisés pour quelqu'un d'aussi petit. Éric s'arrêta à 3 mètres d'elle, son propre torse se soulevant lourdement. Son costume était froissé et humide, son genou droit lui lançait après un faux pas plus tôt. Il leva la main, non pas en signe de paix, mais d'avertissement. Elle serrait son portefeuille contre sa poitrine. « Tu n'as aucune idée de qui tu viens de voler », dit-il d'une voix basse et tranchante. La fillette ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Pendant un instant, il sembla que même l'air entre eux s'était figé. « Je devrais appeler la police », ajouta Éric, en tirant lentement son téléphone de la poche intérieure de sa veste sans détourner les yeux d'elle. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Toujours rien. Ses yeux restaient fixés sur lui, ni défiants, ni suppliants, simplement attentifs, en train de le jauger. Il avança d'un pas. « Qu'est-ce que tu comptais faire avec ça? » « Utiliser mes cartes, t'acheter un nouveau téléphone, de nouvelles chaussures. » À ces mots, quelque chose traversa son visage. Pas de la culpabilité, pas de la peur. Autre chose, quelque chose qui fit plisser les yeux d'Éric. « Tu crois que c'est un jeu ?» lança-t-il plus fort, sa voix résonnant faiblement dans l'étroite ruelle. « Tu crois que des gens comme moi travaillent comme des damnés pour que des gamins comme toi puissent prendre ce qu'ils veulent? » Elle tressaillit, non pas à cause de son ton, mais de ses paroles, comme si elle touchait quelque chose de plus lourd, de plus ancien que ce qu'il avait voulu dire. Puis elle parla enfin. « J'allais pas le garder. » Sa voix n'était qu'un souffle. Rocusé, avec un léger bégaiement qui ne venait pas de la panique, mais de l'épuisement. Éric fronça les sourcils. « Quoi? » « J'avais juste besoin d'argent, juste un peu, pour quelque chose. Je voulais pas... » Sa voix s'éteignit. Éric avança encore. Elle se raidit sans fuir, elle ne pouvait pas. Derrière elle, le mur de briques. Ses épaules étaient droites mais minuscules, comme si elle se préparait à un choc qu'elle connaissait déjà trop bien. Il remarqua alors ses chaussures, ou ce qu'il en restait. Une sandale cassée, rafistolée, avec une bande de plastique. Son jean élimé au genou et une fine cicatrice sur son avant-bras. Récente. « Pourquoi ?» demanda-t-il plus doucement. Elle détourna le regard, vers le sol, puis vers lui. « Ma mère, dit-elle, elle est malade. » Éric la fixa. Ces 3 mots tombèrent sur lui avec un poids silencieux. Il ne la crut pas immédiatement. Il en avait vu des arnaques, des histoires tristes inventées. Il en avait même poursuivi devant les tribunaux. Mais quelque chose dans sa posture ne correspondait pas au rythme d'un mensonge. « Elle est vraiment malade », continua la fillette, sa voix toujours prudente. « Elle a besoin de médicaments. J'ai essayé d'avoir assez d'argent, mais les gens s'en fichent de quand tu demandes. » Elle tendit le portefeuille, maintenant bras complètement allongés. « Vous pouvez le reprendre. » Il ne bougea pas. Son cœur ralentissait, son souffle revenait, mais son esprit tournait encore à toute vitesse. « Je voulais pas te voler, » ajouta-t-elle. « Je voulais voler personne. Je savais juste plus quoi faire. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme un pont fragile.
Pendant un long moment, Éric ne dit rien. Puis il avança, tendit la main et prit le portefeuille. Ses doigts frôlèrent ceux de la fillette. Ils étaient froids. Trop froids. Il regarda le portefeuille. Tout y était. Les cartes, l'argent, les papiers. « Elle est vraiment malade », demanda-t-il. Non pas en accusateur, mais en homme cherchant la vérité. La petite hocha la tête. Pas de larmes, pas de drame, juste une certitude calme. Éric expira lentement. Quelque chose s'installa en lui, incertain mais solide. Un homme d'affaires savait quand on lui vendait une histoire. Mais il savait aussi quand une histoire n'avait pas besoin d'être vendue. « Où est-ce que tu habites ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Vous allez appeler la police. » « J'ai demandé où tu habites. » Elle le fixa longuement, puis tourna la tête vers l'entrée de la ruelle. « Pas loin ?» Éric glissa le portefeuille dans la poche de sa veste, réajusta sa manche, jeta un dernier regard à la fillette, puis fit un signe de la main. « Alors, montre-moi. Je veux voir ton histoire. » Et comme ça, elle se mit en marche. Il la suivit, leurs pas résonnant ensemble, tandis qu'ils quittaient la ruelle. Aucun des deux ne parla, mais le silence n'était plus vide. Il portait le premier fil, de quelque chose de fragile, et pourtant tenace. Quelque chose qu'Éric n'aurait jamais imaginé trouver en poursuivant une pickpocket dans la ville, une raison de continuer à la suivre. Elle ne parla pas en marchant, et il ne lui demanda pas où ils allaient. Pas cette fois. Éric la suivit à travers les courants souterrains de la ville, comme un homme partagé entre l'instinct et la décision, observant la manière dont sa petite silhouette se glissait sur les trottoirs avec une urgence tranquille. Les passants ne lui accordèrent pas un regard, juste une gamine en vêtements usés marchant vite. Mais Éric la voyait différemment maintenant. Pas comme une voleuse, comme autre chose de bien plus dérangeant, une enfant portant un poids qui appartenait à quelqu'un 2 ou 3 fois plus âgé qu'elle. La ville changeait autour d'eux, rue après rue. Les grandes tours modernes s'effaçaient pour laisser place à des immeubles défraîchis. Les trottoirs devenaient irréguliers, fissurés. Les lampadaires marqués de rouille et de graffiti. Éric commença à remarquer des détails qui ne lui auraient jamais sauté aux yeux en temps normal, la façon dont elle évitait les plaques métalliques au sol, comme si elle savait qu'elles glissaient quand il pleuvait. La manière dont elle longeait les murs, cherchant instinctivement l'ombre. Ce n'était pas la première fois qu'elle guidait quelqu'un dans les recoins d'une ville que la plupart préféraient oublier. Ils traversèrent un boulevard où l'air était plus épais, plus lourd, chargé de l'odeur âcre de l'essence et de la friture, passant devant une petite épicerie de quartier aux fenêtres barrées de grilles métalliques et dont l'enseigne au néon clignotait en bourdonnant comme un insecte. Plus ils avançaient, plus tout devenait dissonant. Éric avait toujours été fier de rester vigilant, attentif à son environnement, mais ici, il se sentait presque aveugle, guidé par une enfant qui semblait lire ce monde par instinct. Ses chaussures, autrefois parfaitement cirées, étaient maintenant ternies de poussière. Le bas de son pantalon frôlait des flaques et des saletés. Un groupe d'adolescents traînait sur un perron. L'un tenait un skateboard négligemment sous le bras. Un autre soufflait de la fumée vers le ciel. Mathilda ne ralentit pas. Elle se glissa devant eux, tête baissée, épaules serrées. Ils ne lui parlèrent pas, ne la sifflèrent pas, ne la regardèrent même pas. Ce silence-là résonnait plus fort que n'importe quel bruit. Et Éric sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Elle le mena dans une ruelle étroite entre 2 immeubles de briques. Pendant un instant, il crut qu'elle essayait de le semer encore une fois. Mais non, elle s'arrêta devant une porte arrière peinte en vert écaillé, la déverrouilla d'un coup sec et disparut à l'intérieur. Il hésita avant d'entrer. Le couloir au-delà du seuil était sombre, éclairé seulement par une ampoule nue qui vacillait au plafond.
L'odeur le frappa immédiatement, humidité, moquette imbibée cette acidité reconnaissable du bois pourri prisonnier de la chaleur. Il entra. Le couloir s'étirait étroit, oppressant affaissé, comme s'il portait le poids de trop d'années. Une vieille femme ouvrit une porte à 3 appartements de là et le scruta à travers la chaîne de sécurité avant de refermer sans un mot. Il ne dit rien non plus. Il n'y avait pas de numéro sur les portes, seulement des symboles peints à la main des autocollants à moitié arrachés. Le sol grinçait sous son poids. Mathilda l'attendait près d'un ascenseur rouillé, manifestement hors service depuis des années. Elle hocha la tête vers l'escalier. « 3e étage », dit-elle simplement. C'était la première fois qu'elle parlait depuis la ruelle. Et le son de sa voix stable, mais fatiguée, résonna étrangement dans l'air immobile. Ils montèrent. À chaque niveau, la peinture se faisait plus écaillée, l'air plus rance. Et lorsqu'ils atteignirent le palier du 3e, le souffle d'Éric était court. Il n'était pas en mauvaise forme, mais cet air-là semblait ne pas avoir circulé depuis des années. Elle poussa une porte marquée d'une étoile en papier scotché, maladroitement les bords déjà décollés. À l'intérieur, la lumière était jaune et tamisée, filtrée à travers un drap suspendu devant la fenêtre à la place d'un rideau. La pièce était petite, peut-être 3 mètres de large avec un plafond bas et des murs jaunis par des années de chaleur étouffante et de fuites hivernales. Un ventilateur tournait lentement dans le coin, émettant un clic régulier comme un métronome fatigué. Il n'y avait aucune photo au mur, aucune décoration, rien que le strict nécessaire, un matelas à même le sol, une table bancale soutenue par une pile de magazines et dans le coin le plus éloigné, une femme affaissée dans un fauteuil usé. La première impression d'Éric fut qu'elle dormait. Mais il vit sa main tressaillir, un mouvement lent irrégulier. Son souffle était court, ses lèvres entr'ouvertes, sa peau brillante de sueur. Ses cheveux, jadis épais, collaient maintenant à son front en mèches humides. Son corps avait cette immobilité étrange qui disait qu'il y avait quelque chose de profondément grave. Mathilda tomba à genoux auprès du fauteuil, prit un chiffon froissé dans un bol et essuya le visage de sa mère avec une douceur qui coupa littéralement le souffle d'Éric. Pas parce que c'était dramatique, pas parce que c'était mis en scène, mais parce que c'était instinctif, habitué, comme si elle avait répété ce geste une centaine de fois. « Elle va de plus en plus mal, » dit Mathilda, en jetant un regard par-dessus son épaule. La fièvre a commencé hier, mais elle n'a plus ses comprimés depuis 3 jours. Éric s'approcha incertain de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait dire. Ce n'était pas le monde qu'il connaissait. Pas de hall brillant, pas de dossiers médicaux impeccables, pas de médecins privés, joignables en un claquement de doigts. Ici, il n'y avait qu'un vieux ventilateur, une bouteille presque vide de paracétamol, un sac en plastique d'une pharmacie avec un ticket froissé à l'intérieur. Il regarda autour de lui, remarquant enfin ce qui lui avait échappé au premier coup d'œil, une pile de boîtes de soupe vides. Une cuillère abandonnée dans un bol de nouilles instantanées, à moitié mangée, une couverture fine, pliée avec soin sur la coudoir du fauteuil, comme si on l'avait utilisée, et rangée bien des fois. Sur la table, un petit carnet était ouvert, rempli d'une écriture anguleuse, liste de médicaments d'horaire de symptômes. Et soudain, tout devint réel, d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Il observa Mathilda déboutonner doucement le haut du chemisier de sa mère, révélant un petit patch adhésif, carré sur sa poitrine sec et décollé sur les bords. « Elle a eu un problème au cœur », expliqua Mathilda à voix basse. « En février. Ils nous ont donné 1 mois de ces patchs. Ça avait aidé à stabiliser son rythme, mais ils ont dit qu'après, il faudrait se débrouiller pour en racheter. » Elle inspira tremblante. Pas d'assurance. Trop cher. Elle ne semblait pas en colère,
seulement fatigué et résigné, comme quelqu'un qui avait cessé depuis longtemps d'attendre de la justice. Eric sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la culpabilité, pas encore, mais une tension qui poussait contre ses côtes. Il glissa la main dans sa poche intérieure et sortit son téléphone déjà en train d'ouvrir ses contacts. « Je vais appeler quelqu'un, dit-il. On va faire venir une ambulance. » Mathilda se retourna brusquement les yeux écarquillés. « Non, s'il vous plaît. Elle ne veut pas y aller. Elle dit qu'ils vont juste nous laisser avec plus de dettes. Ils nous ont déjà renvoyés une fois. » Eric se figea partagé entre l'impulsion et l'incrédulité. « Ils vous ont renvoyé, » répéta-t-il. Elle hocha la tête. « On a essayé le mois dernier quand elle n'arrivait plus à respirer. On a attendu 6 heures aux urgences. Puis ils ont dit qu'il fallait un spécialiste. On n'a pas pu payer l'avance de la consultation, alors ils nous ont donné du paracétamol et ont dit de voir un médecin traitant. » Elle baissa les yeux vers sa mère, puis revint vers lui. « On n'a pas de médecin traitant. » Il la fixa soudain, incapable de comprendre comment la pièce pouvait paraître si petite. Les murs semblaient se rapprocher, le plafond pesait sur eux, et toutes ces années de décisions calculées, tous ces contrats, ces stratégies, ces solutions ordonnées ne valèrent plus rien ici. Ce n'était pas un problème logique à résoudre. C'était de la survie. Pure, brutale. Et il se tenait en plein milieu, observant une enfant porter un fardeau que la plupart des adultes qu'il connaissait n'auraient pas supporté. Angela toussa un son sec, rugueux, qui vibra dans sa poitrine. Son corps se contracta une fois, puis retomba mollement. Mathilda se pencha aussitôt. « Maman, murmura-t-elle. » Aucune réponse. Elle la secoua doucement, puis plus fort. « Maman, réveille-toi. » La panique montait dans sa voix. Eric n'attendit pas. Il était déjà en train de composer le 15 la voix ferme, tandis qu'il donnait l'adresse. Oui, urgence médicale. Femme inconsciente possible, détresse cardiaque. Envoyez une équipe immédiatement. Il raccrocha et se précipita vers la femme, fouillant sa mémoire pour retrouver les gestes de base appris il y a des années. Mathilda serrait la main de sa mère, sa voix devenant urgente, tremblante de larmes. « Ça lui arrive parfois, dit-elle. Mais elle se réveille toujours. S'il vous plaît, elle doit se réveiller. » Eric posa 2 doigts sur le cou d'Angela. « Elle a un pouls. Faible, mais là. Elle est en vie, dit-il. Ils arrivent. » Au loin, on entendait déjà les sirènes, d'abord faibles, puis de plus en plus proches. Mathilda ne bougea pas, agrippant le poignet de sa mère, comme si elle pouvait la retenir à la vie. Et dans ce moment suspendu, quelque chose se brisa en Eric, pas avec violence, mais avec une clarté silencieuse. Cet homme, qui avait passé sa vie à calculer les risques et les rendements, se tenait maintenant dans une pièce étouffante, surchauffée, à regarder une enfant supplier une femme de respirer. Et pour la première fois, il comprit ce qu'était la véritable urgence. Pas des deadlines, pas des marchés financiers, mais ceci, cette fille, cette femme, cet espace suffocant où tout tenait par un fil. Il ne se sentit pas puissant. Il se sentit humain, et c'était bien plus terrifiant. L'ambulance arriva en moins de 6 minutes, mais pour Mathilda, ce fut une éternité. Les gyrophares rouges éclairaient la peinture écaillée des murs, tandis que 2 ambulanciers du SAMU accouraient avec un brancard. L'un, un homme grand à la barbe fournie, s'agenouilla pour vérifier les constantes d'Angela, tandis que l'autre déroulait des câbles et demandait de dégager de l'espace. Eric se recula, téléphone toujours en main, même s'il avait oublié pourquoi il l'avait sorti. Il se tenait dans un coin, comme un homme pris entre plusieurs rôles, témoin intrus protecteur son souffle court, alors qu'il observait le chaos organisé. Mathilda refusait de lâcher la main de sa mère. « Faites attention, s'il vous plaît, » répétait-elle la voix brisée. « Ne la laissez pas mourir. » Un des ambulanciers leva les yeux vers elle, son expression s'adoucissant. « On fera tout ce qu'on peut. »
Ma puce, dit-il, d'un ton calme et professionnel. Trop calme, celui qu'Eric avait déjà entendu lorsqu'un résultat était incertain. Ils soulevèrent Angela sur le brancard. Son bras retomba mollement sur le côté et Mathilda le remit sous le drap, ses doigts tremblants. Éric les suivit alors qu'ils descendirent l'escalier étroit, se baissant sous les lampes suspendues trop bas. Chaque marche grinçait sous leur poids combiné. La porte d'entrée s'ouvrit sur un déchaînement de sirènes et de lumière. Et en un instant d'urgence fébrile, Angela disparut à l'arrière de l'ambulance. Mathilda voulut grimper à l'intérieur, mais l'un des ambulanciers l'arrêta doucement. Seulement une personne. Elle leva les yeux vers Éric, ses pupilles implorantes. Éric n'hésita pas. « Elle est avec moi, dit-il. Je l'emmène, allons-y. » Il regarda l'ambulance s'éloigner dans la rue, avant de se tourner vers Mathilda pieds nus sur l'asphalte, les poings serrés. « Viens, dit-il doucement, en désignant la voiture qui les attendait. Elle hésita un instant, puis hocha la tête et monta côté passager sans un mot. Le trajet vers l'hôpital fut silencieux, mais pas paisible. La ville vibrait autour d'eux, klaxons, lumières agressives, panaches de vapeur s'échappant des bouches d'aération dans le bitume. Mais à l'intérieur de la voiture, le seul son était la respiration de Mathilda, brisée irrégulière. Elle regardait par la fenêtre, les bras serrés autour d'elle, murmurant à voix basse. Il saisit quelques fragments. « Fais qu'elle vive. S'il te plaît, ne la laisse pas partir. » Ils arrivèrent à l'entrée des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où l'ambulance venait d'arriver. Le personnel reconnut immédiatement Éric. En quelques secondes, ils furent conduits à l'intérieur, contournant la salle d'attente, escortés vers un couloir devant l'unité de déchocage. Angela avait déjà été emmenée dans une zone réservée quelque part derrière les portes coulissantes, d'où l'on entendait le bip des moniteurs. Une infirmière tendit une bouteille d'eau à Mathilda qu'elle serra contre elle sans boire. Éric parla brièvement avec une infirmière superviseure, d'un ton professionnel sec, donnant les assurances nécessaires concernant la prise en charge et les frais. Tout se déroulait vite, mais pas assez vite. Et puis, juste au moment où il commençait à respirer, 2 policiers de la préfecture de police arrivèrent. Ils furent escortés par un agent de sécurité de l'hôpital, leurs expressions neutres mais déterminées. L'un d'eux, un homme trapu aux cheveux clairsemés, balaya le couloir du regard avant de poser les yeux sur Éric. « Monsieur Bryan ?» demanda-t-il. Éric se tourna lentement. « Oui. Vous avez signalé un vol plus tôt aujourd'hui, monsieur. Un portefeuille. Nous avons reçu une correspondance via la vidéosurveillance interne. Votre description correspond à une mineure vue en train de s'enfuir. Nous devons faire un suivi. » Éric cligna des yeux, conscient soudain de la vitesse à laquelle tout lui échappait. « C'est réglé, dit-il. La petite me l'a rendu. Aucun dommage. » Le ton de l'agent ne changea pas. « Monsieur, la procédure exige que nous établissions un rapport et vérifions si cette mineure a des antécédents. » Mathilda se figea, son visage pâlit. « Attendez, dit-elle en se glissant derrière Éric. Je l'ai rendu. Il sait. Je voulais pas. » Le plus jeune avança vers elle. « Mademoiselle, dit-il même si le mot sonnait faux dans sa bouche. On a juste besoin de vous poser quelques questions au commissariat. Routine, vous serez rentré avant même de vous en rendre compte. » Éric fit un pas en avant. « Elle a 11 ans, dit-il. Sa mère se bat pour survivre derrière ses portes. Vous voulez l'interroger? Faites-le ici. » Maintenant, les policiers échangèrent un regard. Monsieur reprit le premier plus sèchement. Elle a déjà une mention, un avertissement pour vol à l'étalage il y a 2 mois à Saint-Denis. Nous avons des raisons de penser qu'elle pourrait être liée à un schéma de petits larcins dans le secteur. Nous sommes obligés de l'emmener. Le plus grand posa la main sur ses menottes. Mathilda recula instinctivement. « Non,
La voix d'Eric trancha l'air comme une lame. « Vous n'allez pas lui mettre ça. » L'agent hésita. Monsieur pour sa sécurité et la nôtre. « Elle n'est pas armée, » coupa Eric. « Elle n'est pas violente. C'est une enfant, et elle vient de voir sa mère s'effondrer dans ses bras. » Un silence lourd. Le plus jeune abaissa lentement les menottes. « Alors, laissez-nous au moins l'escorter correctement. » Les épaules de Mathilda tremblaient maintenant, ses yeux fixés sur les portes du service de déchocage. « Je veux pas partir, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, je veux rester avec ma maman. » Eric se tourna vers elle, puis vers les policiers. « Je suis son tuteur temporaire, » déclara-t-il, les mots lui échappant presque. « Vous voulez l'inculper? Très bien. Vous ferez la paperasse plus tard. Pour l'instant, elle reste ici. » « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur, » répondit l'agent d'un ton plat. « Alors, trouvez un moyen pour que ça fonctionne, » répliqua Eric, la voix froide. Un médecin sortit soudain de la salle de déchocage, ses gants encore tachés, un dossier à la main. « Monsieur Brian Angela est stabilisé pour le moment, mais c'est sérieux. Nous la transférons en réanimation cardiaque. Les prochaines heures seront critiques. » Mathilda tenta d'avancer, mais l'officier se plaça instinctivement devant elle. Elle éclata en sanglots, non pas ces pleurs bruyants des enfants cherchant du réconfort, mais un sanglot sec silencieux, né du désespoir pur. Eric la regarda, puis regarda les policiers. « Elle ne va nulle part, » dit-il, calmement cette fois. « Pas avant de savoir si sa mère est hors de danger. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi pour obstruction. Mais si vous osez faire un pas de plus vers elle, je vous garantis que votre commissariat aura des journalistes devant la porte avant le lever du soleil. » Un silence absolu envahit le couloir. Puis l'agent soupira et recula. « On attendra. Mais on ne part pas. » « Très bien dit, Eric. Vous restez ici. » Il posa doucement une main sur l'épaule de Mathilda. Elle s'y appuya encore en larmes, mais ancrée par ce geste. Il se pencha pour être à sa hauteur. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Je ne les laisserai pas t'emmener. Respire. Je suis là. » Elle hocha lentement la tête, le souffle haché. Derrière eux, les machines continuaient de biper, le son régulier de la vie qui persistait derrière les murs de verre de faïence et de protocole. Et pour la première fois, Eric ne se sentit plus comme un simple visiteur au milieu de ce chaos. Il se sentit faire partie de tout cela responsable, lié à cette histoire, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il l'avait choisi, et il comprit que cela faisait toute la différence. Le couloir devant la réanimation cardiaque était froid, trop éclairé, et bordé de chaises où personne ne trouvait jamais réellement du repos. Le linoléum brillait de cette stérilité presque inquiétante que les hôpitaux semblaient toujours maintenir. Pourtant, l'air paraissait lourd, non pas de poussière ou de vétusté, mais de cette terreur silencieuse qui s'installe dans les os des gens lorsqu'ils attendent une nouvelle qui peut tout changer. Eric était assis raide sur l'une de ses chaises, le dos droit, les jambes croisées dans une posture davantage liée à l'habitude qu'au confort. Mathilda était à côté de lui, recroquevillée, les bras serrés autour de ses genoux, comme si elle essayait de disparaître dans un espace minuscule. Elle n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes. Son visage était sec, seulement parce qu'elle n'avait plus de larmes à verser. Le silence entre eux n'était pas hostile. Il était simplement suspendu, comme si tous deux retenaient leur souffle à travers le temps. Et de bien des manières, c'était vrai. À l'intérieur de la réanimation, Angela Dante reposait inconsciente, un enchevêtrement de fils et de tubes, la reliant aux machines qui clignotaient et bipaient en rappel régulier de la fragilité du fil qui la retenait à la vie. Elle ne ressemblait en rien à la femme qu'Eric avait vue quelques heures plus tôt. En réalité, il ne l'avait pas vraiment vue. Pas au-delà de la silhouette affaissée dans un vieux fauteuil. Maintenant, elle n'était plus qu'un ensemble de constantes vitales de risques et une liste de complications qui ressemblait davantage à une équation qu'à une histoire humaine.
Le médecin avait expliqué tout cela clairement, sans douceur particulière. Le traitement initial l'avait stabilisé, mais son état restait critique. L'insuffisance cardiaque était plus avancée qu'ils ne l'avaient compris. Il faudrait une combinaison spécifique de médicaments pour la maintenir en vie assez longtemps pour que son corps récupère. L'un de ces médicaments n'était même pas encore accessible sur le marché français. Il avait montré des résultats prometteurs lors d'essais cliniques en Suède, mais n'avait pas encore franchi toutes les étapes de validation en Europe. Il était coûteux, expérimental, non remboursé et presque impossible à obtenir en urgence sans relation influente. Et beaucoup d'argent, ce qui en temps normal aurait clos la discussion pour la plupart des patients. Eric avait écouté tout cela, les bras croisés, la mâchoire serrée, enveloppé, non pas de peur, mais d'une colère sourde. Pas contre le médecin ni contre l'hôpital, mais contre le système, contre l'absurdité glaciale avec laquelle la vie pouvait dépendre d'une signature d'un formulaire ou du planning d'expédition d'un laboratoire pharmaceutique. Maintenant, assis dans ce couloir, il sentait ce frisson familier du contrôle qui lui échappait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était un combat différent. Un combat qu'on ne gagnait ni avec un costume impeccable, ni avec une langue acérée. Il baissa les yeux vers Mathilda, dont les pieds ne touchaient presque pas le sol. Elle n'avait pas bougé, fixant un point invisible de l'autre côté du couloir. « Elle me chantait des berceuses le soir », dit-elle soudain sa voix plate, presque mécanique, comme si elle récitait un souvenir trop vieux. Même quand elle était épuisée, même après ses services, elle chantait tout bas pour que les voisins n'entendent pas. Eric ne répondit pas, se contentant de hocher lentement la tête, comme pour reconnaître quelque chose de précieux, quelque chose qu'il n'avait pas le droit d'interrompre. Mathilda leva les yeux vers lui, l'ombre d'un âge trop grand, pour elle pesant dans son regard. « Tu crois qu'elle sait que je suis là ?» Il regarda les portes fermées de la réanimation, puis revint vers elle. « Oui, dit-il. Je pense qu'elle le sait. » L'infirmière revint la cinquantaine, calme, un dossier sous le bras et une couverture pliée. Elle regarda Mathilda avec une douceur professionnelle. « Ma chérie, tu ne veux pas t'allonger un peu ?» dit-elle en montrant le banc plus long. « Il faudra attendre un moment avant d'avoir du nouveau. » Mathilda secoua la tête. « Je dois être réveillée quand elle se réveillera. » L'infirmière hocha la tête avec compréhension et se tourna vers Eric. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le salon familial est juste au bout du couloir. Il y a un téléphone là-bas aussi. » Eric la remercia d'un signe de tête, mais ne bougea pas. L'infirmière s'éloigna. Il retira sa veste, la plia soigneusement et, sans un mot, la posa sur les épaules de Mathilda. Elle cligna des yeux surprise, mais ne résista pas. La veste était chaude, lourde, réconfortante, et sentait l'eau de Cologne, et quelque chose de plus diffus, le papier, le cuir, une vie passée entre salle de conseil et avion privé. Elle la serra contre elle, silovant un peu. Eric s'adossa, ferma un instant les yeux. Son esprit travaillait déjà, passant en revue les appels à faire avant même que ses doigts n'effleurent son téléphone. Il avait un contact à Genève, quelqu'un qui lui devait une faveur, un cadre dans le secteur pharmaceutique, capable de faire passer des dossiers derrière des portes habituellement scellées. Il pouvait utiliser ce levier. Il le ferait. Il le ferait. Il rouvrit les yeux, se leva et marcha lentement dans le couloir jusqu'à trouver la salle de repos, une petite pièce triste avec des chaises en plastique, un distributeur automatique qui bourdonnait dans un coin et un vieux téléphone mural beige, comme une relique d'un passé qui refusait de disparaître. Il sortit son téléphone personnel et composait déjà un numéro. La conversation fut courte, mais efficace. Le cadre qui l'appelait n'eut pas besoin d'être convaincu. Un jet privé, au départ de Genève, pouvait être affrété dans l'heure. Le médicament, si le protocole d'urgence était validé, pourrait arriver à Paris au petit matin. Les risques étaient élevés. Les enjeux l'étaient encore plus.
Eric ne broncha pas. « Faites-le, dit-il. Mettez-le dans cet avion. » Lorsqu'il revint, Mathilda dormait ou tentait de dormir. Son corps était recroquevillé sur le banc, sa veste à lui enroulée autour d'elle comme une armure. Sa main serrait toujours la bouteille d'eau intacte. Il ne la réveilla pas. Il s'assit à nouveau cette fois plus près, observant les secondes défiler lentement sur les chiffres rouges de l'horloge au-dessus du poste infirmier. Et dans ces instants de silence, Eric vit quelque chose en elle qui le bouleversa plus profondément que n'importe quel marché perdu ou procès menaçant. Elle n'était pas seulement effrayée. Elle était en position d'impact. Toute sa vie, elle avait vécu comme ça, prête à encaisser, à perdre, à voir les choses s'effondrer, les gens partir, les systèmes la laisser tomber. Et lui, dans ce silence, avait le choix confirmer cette peur ou la démentir. Alors, il resta. Il resta assis à ses côtés toute la nuit, passant des appels, coordonnant la logistique, parlant avec les médecins, préparant les démarches administratives pour devenir son tuteur provisoire en situation d'urgence. Il mobilisa d'anciens contacts politiques, ouvrit des portes qui ne s'ouvraient normalement jamais, et contourna la bureaucratie avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé sa vie au sommet. Et pas une seule fois, il ne s'éloigna d'elle, de plus de quelques pas. Quand elle bougeait, il était là. Quand elle lui demandait des nouvelles de sa mère, il répondait honnêtement. Et quand enfin, elle leva les yeux et posa la question qu'il savait inévitable. « On va la perdre, hein ?» Il ne mentit pas. Il ne chercha pas à embellir. Il prit simplement sa main et dit « Pas tant que je pourrais me battre pour elle. » Et pour la première fois, elle le crut. Pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il portait un costume, mais parce que dans ce couloir froid antiseptique, glacé d'angoisse, il avait choisi de rester, de l'écouter, de tenir, pas par obligation, pas par culpabilité, mais par quelque chose de plus profond, de plus vrai, quelque chose qui commençait à prendre racine en lui comme une vérité, quelque chose qui murmurait. Si tu ne te bats pas pour cet enfant, alors à quoi sert tout ton pouvoir? Et cette nuit-là, dans l'immobilité du couloir, Eric Brian comprit enfin une chose qui lui avait toujours échappé. Il existe des choses que l'argent ne peut ni réparer, ni remplacer, et des promesses qu'on ne doit jamais faire, à moins d'être prêt à tout brûler pour les tenir. L'appel arriva à 3h17. Sec, brutal, brisant le calme fragile du couloir de réanimation, comme une pierre brisant du verre. Eric somnolait affaissé, dans la même chaise en vinyle, depuis des heures, une main reposant près du bras de Mathilda, comme si sa seule présence pouvait la protéger d'une mauvaise nouvelle. Il se redressa d'un bond, au son de la sonnerie du téléphone mural près du poste infirmier. L'infirmière de garde répondit, son regard se tournant vers lui avant même qu'elle ne raccroche. « Monsieur Brian, dit-elle doucement, on a besoin de vous en réanimation. C'est urgent. » Il se leva, le cœur déjà battant à toute vitesse, et posa instinctivement une main sur l'épaule de Mathilda. « Reste ici, » dit-il, la voix trop tendue pour en masquer l'angoisse. Mais Mathilda était déjà réveillée, les yeux grands ouverts, affolée, en train de se redresser si vite que ses lacets manquèrent de l'envoyer au sol. La veste glissa de ses épaules. « C'est ma maman ?» demanda-t-elle presque haletante. L'infirmière hésita une fraction de seconde. « Venez, dit-elle finalement. » Et c'était tout. Ils la suivirent dans le couloir, l'éclairage plus froid, plus cru, comme si le bâtiment lui-même avait perçu la gravité du moment. La poitrine d'Éric se serrait à chaque pas. Il avait vécu des urgences auparavant, des crashs boursiers, des menaces des procès valant des millions. Mais ça, ce n'était rien de comparable. On ne négociait pas avec ce genre de risque. La vie humaine ne se mettait pas en attente. En arrivant au poste de réanimation, le médecin responsable les attendait déjà. Sa blouse était humide de sueur, une tablette dans une main, et une ride profonde barrait son front.
Elle entre en détresse cardiaque, dit-il, immédiatement la voix basse et urgente. Nous avons fait tout ce que le protocole autorise, mais son rythme se dégrade et sa saturation chute. Elle est au bord de la défaillance respiratoire. Le souffle de Mathilda se brisa et Éric prit sa main sans réfléchir. Ses doigts étaient froids et tremblaient. Nous en sommes à un point, poursuivit le médecin, où soit nous la regardons glisser définitivement hors de notre portée, soit nous tentons quelque chose. Il inspira puis ajouta « Le médicament que vous avez fait venir le Stellanix, il est arrivé il y a 1 heure. Nous l'avons, mais il n'a pas été autorisé pour une utilisation cardiaque d'urgence en France et il n'a jamais été administré à un patient dans un état comme le sien. Si nous l'utilisons, nous devrons arrêter son cœur quelques instants, puis le relancer dans des conditions contrôlées afin que le composé puisse se fixer correctement. C'est une manœuvre à haut risque, surtout dans son état. » La bouche d'Éric était sèche. « Et si nous ne l'utilisons pas, continua le médecin, elle ne passera pas la nuit. » Le silence s'étira fin et tendu. Le médecin tapota sa tablette et la tourna vers Éric. « Nous avons besoin de votre consentement. Une décharge légale. L'hôpital n'y touchera pas sans une autorisation écrite. Et comme elle est inconsciente, c'est vous, en tant que tuteur d'urgence, qui devez signer. » L'écran le fixait, case vide signature à apposer une ligne numérique entre la vie et la responsabilité. Sa main resta suspendue au-dessus du stylet. Il ne bougea pas. « Attends » murmura Mathilda en avançant d'un pas. Sa voix se brisa. « Si c'est notre seule chance, pourquoi tu hésites ?» Elle le regardait pas en colère, mais suppliante. Il la regarda à son tour, et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. Il pouvait acheter de l'influence, orienter des décisions, faire pencher des systèmes. Mais là, c'était différent. Si elle mourait à cause du médicament, ce serait sur lui. Son choix, sa faute. Et il devrait affronter les yeux de Mathilda après cela. « J'ai déjà vu ça », dit-il enfin, la voix plus basse. Les gens font des choix désespérés. Et parfois, le désespoir ne suffit pas. Parfois, ça aggrave tout. Il ne parlait pas entièrement à Mathilda. Il parlait à la partie de lui qui craignait ce qu'il ne pouvait pas maîtriser. Les lèvres de Mathilda tremblèrent. Elle ne voulait pas venir à l'hôpital parce qu'elle savait qu'on n'aurait pas les moyens, dit-elle sa voix fêlée. Elle m'a dit d'être forte, de trouver une solution. Elle a arrêté de demander de l'aide depuis longtemps et je crois qu'elle s'attendait à ce que je lâche prise. Mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai trouvé toi. Elle mordit sa lèvre pour étouffer un sanglot. Tu as dit qu'on avait une chance, que tu essaierais tout. S'il te plaît, ne la laisse pas tomber maintenant. Quelque chose se vrilla dans la poitrine d'Éric. Pas de la culpabilité, pas exactement. Quelque chose de plus lourd, le poids de sa confiance. Il baissa les yeux vers Mathilda, cet enfant qui lui avait volé son portefeuille et qui, morceau par morceau, lui avait volé bien plus ses certitudes, son confort, son contrôle. Et il réalisa que ce qu'il ressentait ressemblait étrangement à de l'amour. Pas romantique, pas paternel au sens classique, mais de l'amour malgré tout. Brut, incommode, inévitable. Il regarda à nouveau le stylet. Ses doigts bougèrent lents mais décidés. Il signa. Le médecin saisit l'appareil immédiatement déjà, en train de donner des ordres rapides à l'équipe de réanimation. Préparez le défibrillateur, lancez le protocole d'hypothermie. On y va. Éric se tourna vers Mathilda. Elle tremblait, les yeux fixés sur la porte où les infirmières entraient et sortaient leur visage tendu par la concentration. « Tu veux la voir avant qu'on commence ?» demanda doucement une infirmière. Mathilda hocha la tête. On l'emmena jusqu'à une petite fenêtre d'observation, juste derrière la ligne rouge où la famille devait s'arrêter. Éric la suivit debout, derrière elle, les poings serrés.
Angela gisait immobile, très pâle sur les draps, sa poitrine se soulevant par de courts mouvements mécaniques alors que les machines respiraient pour elle. Le rythme sur le moniteur était chaotique, dangereux, instable. Mathilda posa son front contre la vitre. « Batte-toi, s'il te plaît. Batte-toi encore une fois pour moi. » Le protocole commença quelques minutes plus tard. Ils initièrent l'hypothermie, abaissant la température centrale pour limiter les dommages cellulaires. Le cardiologue compta à voix haute, chaque chiffre tranchant l'air comme une lame. 3, 2, 1, arrêt cardiaque. Le moniteur devint plat. Un bip aigu et continu emplit la pièce. Éric s'agrippa au rebord de la vitre, les jointures dalles blanchies. Mathilda porta ses mains à ses oreilles, les larmes coulant sans retenue. Stellanix administré, annonça le médecin. Début du compte à rebours pour la relance. Les secondes tombèrent comme des pierres dans l'eau lente, lourde, résonnante. Les infirmières bougeaient comme des danseuses dans un ballet précis et terrifiant. Puis vint le moment. Choc ordonna le cardiologue. Les palettes du défibrillateur s'abattirent sur la poitrine d'Angela. Premier choc, rien. Encore. Deuxième, le son vacilla. Troisième, un bip. Faible, instable, mais un bip. « On a un pouls !» cria une infirmière. Pression artérielle en hausse, rythme qui se stabilise, saturation qui remonte. La salle explosa dans un chaos organisé, tandis que l'équipe s'activait pour la stabiliser. Mais le ton de la pièce avait changé. On n'était plus dans la panique, on était dans l'espoir. Éric expira lentement, comme s'il se rendait compte qu'il retenait son souffle depuis trop longtemps. À côté de lui, Mathilda glissa à genoux, les mains serrées contre sa bouche. Son corps secoué de sanglots muets. 20 minutes plus tard, le médecin réapparut, le front perlé de sueur, les yeux rougis par l'effort mais stables. « Elle n'est pas tirée d'affaire, dit-il. Mais elle réagit. Le médicament nous a offert du temps. Peut-être plus. » Éric regarda Mathilda. Elle leva les yeux vers lui, rouge gonflé mais brillant. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement le bras. Elle le prit, et ensemble, ils restèrent là debout dans ce couloir fluorescent de l'autre côté d'un choix qui avait peut-être sauvé une vie et changé deux autres. L'aube arriva lentement glissant à travers les vitres de la réanimation, entraînée pâle, qui effleurait le sol froid comme des doigts hésitants. Dehors, la ville s'éveillait. Les klaxons, les premiers bus, une énergie sourde remontant dans les veines de Paris. Mais dans ce coin, calme de l'hôpital, le temps avançait autrement, plus lentement, plus doucement, comme si les machines elles-mêmes retenaient leur souffle. Angela reposait immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une précision mécanique, un rythme stable, relié à des moniteurs qui pulsaient comme un second cœur. Elle n'avait pas bougé depuis l'intervention, pas un frémissement. Mais selon les médecins, c'était normal. Le corps avait besoin de temps. Le Stellanix avait fait son travail, stabiliser, relancer, offrir un espace. Un espace précieux, étroit, fragile, mais réel. Éric était assis un peu en retrait, ni tendu ni apaisé. Les heures suivant la réanimation s'étaient fondues en un état presque hypnotique. Appels, avis médicaux, café tiède au gobelet blanc, et des moments où il regardait Mathilda dormir, une main repliée sur son ventre, recroquevillée dans un coin, comme si quelqu'un pouvait lui voler sa place si elle relâchait la garde. Elle n'avait plus pleuré, pas fort, pas comme avant. Depuis que le bip long et continu était redevenu un rythme vivant. Mais son silence était plus lourd maintenant. Ce n'était pas du chagrin, c'était l'attente. Et Éric connaissait bien ce genre d'attente, celle où l'on se prépare au pire parce qu'on ne fait pas confiance au soulagement. Une infirmière frappa doucement contre la vitre, coupant le silence. Son visage était calme, une douceur dans les yeux qui n'y était pas la veille. « Elle est réveillée », dit-elle à voix basse.
Vous pouvez entrer. Juste un moment. » Mathilda fut sur ses pieds avant même que la phrase ne soit terminée. Elle ne parla pas, ne posa pas de questions, se contenta de tourner les talons et de filer pieds nus dans le couloir brillant jusqu'à la salle de réveil. Éric suivit plus lentement, restant juste à l'intérieur de l'encadrement de la porte. Il ne voulait pas s'imposer. Pas dans ce moment-là. Angela avait les yeux ouverts ternes de fatigue mais présents, et la façon dont ils se posèrent d'abord sur le visage de sa fille, d'abord confus, puis reconnaissant, fit trembler Mathilda des épaules jusqu'aux doigts. « Maman, » souffla-t-elle, sa voix craquant comme une feuille sèche. « Maman, tu es revenue. » Angela ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Le tube respiratoire l'en empêchait. Mais ses lèvres frémirent et ses doigts bougèrent légèrement sous la couverture. Mathilda se précipita en prenant soin de ne déranger aucun fil, aucune sonde. Elle prit la main de sa mère, entre les deux siennes, la serrant comme si elle craignait qu'on la lui arrache. « J'ai cru que je t'avais perdu, » dit-elle, les larmes glissant sans bruit. « Je ne savais plus quoi faire. » Mais lui, Monsieur Éric, il a ça à trouver le médicament. Il est resté avec moi. Elle jeta un regard par-dessus son épaule, juste pour vérifier qu'il était toujours là, toujours réel. Éric hocha lentement la tête, mais resta silencieux. Il ne faisait pas confiance à sa voix. Les yeux d'Angela se tournèrent vers lui, lentement, flou, mais avec quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance, une pièce de puzzle qui retrouve sa place. Il n'eut ni mot, ni remerciement, juste un souffle d'humanité fragile. Puis ses paupières se refermèrent doucement sa main, relâchant un peu celle de Mathilda, sans la lâcher vraiment. L'infirmière posa une main sur l'épaule de la fillette. Il faut la laisser se reposer maintenant. Ce petit moment lui a pris toute son énergie. Mathilda ne protesta pas. Elle se pencha, déposa un baiser sur le front de sa mère, puis lâcha doucement sa main, avant de suivre Éric dans le couloir. Dehors, elle se laissa tomber sur le banc, se repliant sur elle-même, comme une enfant transie, même si l'air ne l'était pas. Éric s'assit à côté d'elle, veillant à ne pas parler trop tôt. Il savait que les mots avaient un poids dans ces moments-là, et qu'ils devaient être posés, pas jetés. « Elle t'a vu, dit-il. Elle sait que tu es là. » Mathilda hocha la tête lentement. « Mais elle n'est pas guérie. » Un silence. Puis Éric. « Non, mais elle est vivante. » Ils restèrent là en silence, regardant le même couloir menant à la réanimation, celui qui quelques heures plus tôt ressemblait à un bord de précipice. Quelques minutes plus tard, un médecin s'approcha un homme plus jeune, cette fois d'origine indienne, un clipboard sous le bras et sur le visage. La fatigue discrète de quelqu'un qui n'avait pas quitté l'hôpital depuis 2 jours. Il se présenta sous le nom de Dr Na et prit la parole avec cette cadence mesurée qu'adoptent ceux qui sont formés à annoncer des vérités difficiles avec douceur. Le médicament expérimental a stabilisé son cœur et ses organes répondent bien. C'est une victoire et une grande. Il marqua une pause. Mais les complications liées à l'arrêt cardiaque et au pic de fièvre ont causé des dommages. Nous avons réalisé des tests neurologiques ce matin. Pour l'instant, elle ne réagit à aucun stimulus à partir de la taille. La tête de Mathilda se releva brusquement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le médecin soupira. « Cela peut être une paralysie temporaire. Les nerfs peuvent encore être sous le choc. Mais nous envisageons aussi une possible lésion médulaire survenue pendant l'épisode. Nous allons faire des IRM pour confirmer. Pour l'instant, nous devons traiter cela très sérieusement. » Les yeux de Mathilda se remplirent, mais cette fois, aucune larme ne tomba. Elle déglutit, cligna des yeux rapidement. Elle ne pourra plus marcher. « Nous ne savons pas encore, » répondit-il prudemment. « Nous n'abandonnons pas, mais la récupération peut prendre du temps. Rééducation, soins de longue durée. Elle aura besoin d'aide, plus qu'avant.
Ces mots frappèrent de plus fort que n'importe quel diagnostic, pas seulement pour leur poids médical, mais pour ce qu'ils impliquaient, que le combat n'était pas fini, que survivre n'était pas la fin de l'histoire, que après la peur et le miracle, restait la longue route de la réalité. Quand le médecin partit, Eric ne parla pas tout de suite. Il regarda simplement Mathilda, ses épaules tremblant, sans bouger ses poings serrés dans son giron. Finalement, il glissa une main dans sa veste et sortit un petit carnet. « J'ai passé des appels, dit-il. Il y a un centre de rééducation à Versailles, l'un des meilleurs de la région. Calme privé, et ils acceptent les dossiers exceptionnels. J'ai déjà réservé une chambre. » Elle le fixa stupéfaite. « Mais on n'a pas l'argent pour ça. Tu n'en auras pas besoin, dit-il simplement. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. « Et après, demanda-t-elle, la voix presque inaudible. On va où? On n'a plus d'appartement. Ils ont condamné notre immeuble. On n'a même plus de vêtements. Si maman ne peut plus travailler, on va vivre comment? » Eric baissa les yeux vers le sol, puis les releva lentement vers elle. « C'est quelque chose dont j'aimerais parler avec ta mère, dit-il. Mais si elle accepte, j'aimerais aider. Pas seulement pour l'hôpital, j'ai de la place. Trop en vérité. Et j'ai passé 30 ans à construire des choses pour des gens qui avaient dit déjà tout. Je crois qu'il est temps de construire quelque chose pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Mathilda ne répondit pas. Elle le regarda, vraiment regarda. Et après un long moment, elle tendit la main et prit la sienne. Pas avec gratitude, pas même avec espoir, mais avec quelque chose de plus profond, un lien, silencieux, réel, plein de sens. Ils restèrent ainsi longtemps, deux êtres liés par quelque chose qui n'existait pas, quelques jours auparavant, un combat partagé, une peur partagée, et maintenant, peut-être le premier fil d'un avenir partagé. Et quelque part dans le couloir derrière le verre, les fils et les machines, Angela, dormaient ignorant encore que le monde qui l'attendait au réveil avait été changé. Non seulement par la médecine, mais par la compassion. Par un homme qu'elle ne connaissait pas. Par une fille qui refusait d'abandonner. Et par un choix qui allait redessiner la vie des trois. Le silence avait une sonorité étrange dans un endroit comme celui-ci. Non pas vide, mais rempli. De respiration, de pensées non dites, du poids calme de la transition. La voiture sanitaire privée remonta lentement l'allée bordée d'arbres du domaine d'Éric, les pneus glissant en douceur sur le gravier. Le soleil du matin dessinait de longues ombres sur les marches d'une maison qui autrefois avait semblé beaucoup trop grande pour un seul homme, et qui soudain n'avait plus l'air assez vaste. Angela était assise à l'arrière, redressée, malgré la fatigue qui collait à ses os. Ses mains jointes dans son giron trahissaient une tension qu'elle maîtrisait mal. Son fauteuil roulant avait été sécurisé juste à côté, impeccablement nettoyé, un plaid doux plié sur le dossier. Mathilda restait près d'elle, la surveillant comme si elle pouvait disparaître encore une fois. Ses yeux passaient du visage pâle de sa mère au profil silencieux d'Éric sur le siège passager. Personne ne parlait. Il n'y avait pas besoin. Le moment était déjà chargé de sa propre solennité. Lorsque la porte s'ouvrit, Mathilda descendit d'abord, puis guida lentement le fauteuil roulant sur la rampe avec un soin qui ne venait pas d'une consigne, mais de l'instinct. Éric attendait, tenant la porte, sans presser personne sans geste superflu. Juste là comme un gardien silencieux, tandis qu'Angela découvrait la maison. La pierre claire, les hautes fenêtres en arc, les rampes en fer forgé élégantes, mais sans ostentation. Une richesse construite dans la discrétion, patiemment, presque humblement. Angela cligna des yeux. Une fois, puis encore. « Ce n'est pas ici qu'on va rester », murmura Angela, la voix encore râpeuse à cause des médicaments, mais traversée d'une incrédulité fragile.
Eric hocha lentement la tête. « C'est chez vous, dit-il simplement. Aussi longtemps que vous le voudrez. » À l'intérieur, l'odeur de citron et de bois ancien flottait dans l'air propre chaleureux vécu. Le vestibule ouvrait sur un large couloir baigné d'une lumière douce. Une infirmière les accueillit avec délicatesse et prit le sac médical d'Angela. Un autre membre du personnel conduisit discrètement le fauteuil et les affaires essentielles vers la suite d'amis qu'Eric avait fait préparer la veille, lit abaissé, salle de bain, adapté lumière naturelle, entrant par des fenêtres orientées plein sud. Mais Angela ne regardait pas la décoration. Ses yeux allaient de sa fille à Eric, son expression difficile à lire. Le dîner fut calme, pas tendu, juste nouveau. Comme 3 personnes, apprenant à respirer le même air. La salle à manger d'ordinaire, trop silencieuse au goût d'Eric, vibrait maintenant du cliquetis des couverts et du froissement des tissus. Angela mangea peu plus par épuisement que par manque d'appétit. Mathilda parla plus qu'à l'habitude, comblant les silences par des commentaires sur la soupe Le Jardin, qu'elle avait aperçue demandant si elle pourrait planter des fleurs plus tard. Eric répondait doucement, poliment. Mais il y avait quelque chose, entre Angela et lui, un respect oui, mais aussi une prudence. Angela refusait qu'on l'aide pour ajuster son fauteuil. Elle insistait pour attraper la carafe d'eau elle-même. Lorsqu'Eric se leva pour remplir son verre, elle leva une main. « Je peux le faire. » Sa voix était douce, mais ferme. Il se rassit sans un mot. Plus tard dans la soirée, après qu'Angela eut été installée au lit par l'infirmière de nuit, la maison retomba dans son calme luxueux. Eric resta dans son bureau. La lumière de la lampe dessinait de longues ombres sur les dossiers étalés. Il ne lisait pas ses pensées, dérivait ailleurs autour d'une réalité nouvelle, lourde, délicate, plus complexe que tout ce qu'il avait affronté dans ses marchés ou ses fusions. C'est alors qu'il entendit de petits pas. Mathilda. Elle se tenait dans l'embrasure en pyjama, un verre de lait dans les mains, sa silhouette petite, devant les boiseries sombres. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Eric désigna le fauteuil en face. Elle grimpa dessus, lentement, repliant les jambes sous elle. « Je voulais te dire quelque chose » commença-t-elle, la voix douce, mais stable. « Pas parce qu'il faut, mais parce que j'en ai besoin. » Eric attendit attentif. « Je suis désolé de t'avoir volé. » Elle inspira. « Vraiment désolé. Pas juste parce que c'était mal, mais parce que tu ne méritais pas ça. Tu marchais juste, tu ne faisais rien de mal. Et moi, je t'ai pris quelque chose comme si ça avait aucune importance. Mais ça en avait. Je ne t'ai pas vu comme une personne, juste comme une solution. Et c'était pas juste. » La gorge d'Eric se serra, mais il resta silencieux. « Je pensais que si j'avais de l'argent rapidement, je pourrais tout arranger. Avoir les médicaments, sauver maman. Je n'ai pas réfléchi à ce que ça coûtait à quelqu'un d'autre. » Un souffle trembla dans sa voix. Et malgré ça, « Tu m'as aidé. Tu n'as pas appelé la police. Tu ne m'as pas traité comme une moins que rien. Tu es resté. Tu l'as sauvé. Tu nous as sauvés. » Un silence doux s'installa. Eric se pencha alors vers l'avant, les coudes sur les genoux. « Mathilda, dit-il la voix basse, des milliardaires m'ont volé bien plus que de l'argent avec des contrats et des poignées de main. Aucun d'eux ne s'est excusé. Toi, tu l'as fait, et ça compte plus que tu ne crois. » Elle leva les yeux brillants, mais ouverts. « Tu me fais encore confiance, oui. » « Maintenant, oui, dit-il. Parce que la confiance, ce n'est pas ne jamais faire d'erreur, c'est ce qu'on fait après. » Elle hocha la tête, puis dit plus doucement, « Je veux être quelqu'un dont tu es fier. » Eric sourit pas un large sourire, mais un mouvement doux sincère qui transforma son visage. « Tu l'es déjà, répondit-il. Tu as été plus courageuse cette semaine que beaucoup de gens en une vie. »
Le lendemain matin était calme. Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux légers, peignant le parquet d'une teinte dorée. Angela était assise près de la fenêtre de la suite, enveloppée dans un châle, observant le vent jouer dans le jardin. Eric entra 2 tasses de thé en main. Il hésita, puis en posa une à côté d'elle. Elle hocha la tête en remerciement et lui fit signe de s'asseoir. Pendant un moment, ils fixèrent les arbres sans parler. Puis Angela prit une inspiration, les yeux toujours tournés vers le jardin. « Je priais, avant, dit-elle, chaque soir. Parfois à voix haute, parfois juste dans ma tête. Pas pour des miracles. Je savais que ce n'était pas comme ça que ça marchait. » Elle déglutit. Juste pour une fente de lumière. Un peu de bonté. Même pour 1 minute. Sa voix se fit plus basse. Et puis j'ai arrêté. Je pensais qu'il n'écoutait plus. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard était calme, ferme. Mais ensuite, vous êtes arrivé. Un souffle trembla dans l'air. Et je sais que ça peut sembler naïf à quelqu'un comme vous, quelqu'un qui vit dans un monde de faits de contrats de chiffres. Ses yeux brillèrent, mais sans larmes. Mais pour moi, vous avez été la réponse. La chose que je n'aurais jamais pu imaginer, mais que je demandais quand même. Eric tenta d'adoucir la situation par un léger rire, mais Angela leva la main. « Non, dit-elle doucement. Laissez-moi le dire. » Elle inspira. « Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous avez rendu l'espoir à ma fille, et je ne pourrai jamais vous rendre cela. Mais je m'en souviendrai chaque jour, où je respirerai encore. » Eric la regarda, les mots se bloquant dans sa poitrine. Il ne sut pas quoi répondre. Alors il posa simplement sa main sur la sienne, et elle la laissa. Cet après-midi-là, un moment minuscule mais bouleversant se produisit. Mathilda colla un dessin sur le réfrigérateur. Un simple papier couleur vive, très irrégulier. On y voyait 3 personnages en bâton, l'un en fauteuil roulant, avec un grand sourire, l'un aux cheveux bouclés, tenant une fleur, et un homme grand en costume bleu debout entre elles. Au-dessus, écrit d'une écriture maladroite chez nous. Eric tomba dessus par hasard. Il resta devant plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il ne le déplaça pas, ne fit aucun commentaire. Il resta simplement là, les yeux picotants, laissant ce mot chez nous trouver une place dans des recoins de lui qu'il n'avait plus visités depuis des années. Et pour la première fois depuis des décennies, la maison autrefois trop grande, trop silencieuse, trop parfaite, semblait vivante. Habitée, chaleureuse. Comme si quelque chose poussait là, lentement, discrètement, quelque chose de réel. Quelque chose qui ressemblait peut-être à une famille. Les matins avaient pris un rythme. Pas encore une routine, mais quelque chose qui s'en approchait. Angela était installée dans la véranda vers 8 heures, vêtue de ton doux, les cheveux soigneusement brossés par Mathilda, qui prenait cette tâche plus au sérieux que n'importe quoi d'autre au monde. Elle s'asseyait près de la fenêtre face au jardin est, où les oiseaux passèrent d'une branche à l'autre, comme des pensées légères. Eric arrivait peu après, avec du café désormais habillé plus simplement, manches retroussées sans cravate, un peu plus humain. Il parlait un peu au début, pas par absence de mots, mais parce que le silence était devenu une forme de langage, construit sur la guérison, le respect tacite, et la silhouette encore fragile de quelque chose qui un jour peut-être pourrait s'appeler famille. Angela avait commencé la rééducation au centre voisin. Eric avait activé ses contacts pour s'assurer qu'elle bénéficie du meilleur privé, très bien équipé et surtout discret. Au début, Angela détestait l'idée d'être soulevée, étirée, manipulée par des inconnus. Mais avec l'encouragement patient de Mathilda et un kinésithérapeute qui la traitait comme une partenaire et non une patiente, elle commença à bouger. De petites choses, un orteil qui s'agitait, un genou qui réagissait, des muscles qui se réveillaient, comme des lampes après une tempête. Elle ne célébrait pas ses progrès à voix haute,
Mais Éric lisait la différence dans ses yeux moins fermés, moins écrasés par l'abandon. Elle résistait encore à la dépendance. Elle refusait encore l'aide plus souvent qu'elle ne le devrait. Mais les murs se fissuraient. Un après-midi, après une séance particulièrement longue, Angela surprit Éric. Ils étaient installés dehors, sous la pergola couverte de glycine, un léger vent traversant les feuilles. Angela se tourna vers lui. « Je ne sais toujours pas comment vous appeler, dit-elle. » Éric fronça légèrement les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire. Elle précisa. « Pour Mathilda, vous êtes Éric. Monsieur Éric, peut-être même un peu plus. Mais pour moi, vous n'êtes plus seulement l'homme qui m'a sauvé. Vous n'êtes plus seulement celui avec la maison et l'infirmière privée. Et je n'ai pas envie de réduire ça à des mots comme bienfaiteur ou sponsor. Je suis coincé. » Éric sourit, un sourire lent, vrai. « Alors ne m'appelez rien pour l'instant. Appelez-moi ce qui sonnera juste, quand ce sera le moment. » Angela hocha la tête, une esquisse de sourire aux lèvres. « Ça risque de prendre du temps. » « C'est très bien dit, Éric, en levant son café. Je ne vais nulle part. » Pendant ce temps, Mathilda avait repris l'école, un établissement privé, conseillé par un ami d'Éric. Un bon endroit lumineux, créatif, petite classe. Mais Mathilda n'y entra pas facilement. Elle était discrète, prudente. Ses vêtements étaient trop simples face aux marques portées par les autres. Sa voix trop douce pour un monde habitué à parler fort. Certains élèves furent gentils, d'autres, moins. Un jour, elle rentra silencieuse, le regard baissé. Angela comprit immédiatement. Ce n'est que plus tard que Mathilda avoua. Un garçon l'avait appelé un cas social, avait demandé si l'homme qui l'avait acheté était son nouveau père. Les mots l'avaient meurtri bien plus qu'elle ne le montrait. Angela était furieuse. Mais elle voyait aussi l'usure dans les épaules de sa fille, cette façon de porter insulte et douleur comme un vieux poids. Cette nuit-là, elle tenta de parler à Éric. Ce n'était pas vraiment de la colère. C'était autre chose, de la peur. La peur que cette vie, cette bonne vie, ne soit que prêtée, fragile, révocable à la moindre rumeur, au moindre venin, lancé par ceux qui n'avaient jamais eu à survivre. Éric l'écouta attentivement. Puis il demanda à Mathilda de le rejoindre dans le jardin. Ils s'assirent près de la petite fontaine où les carpes koi glissaient lentement sous la surface et il la laissa parler la première. Elle ne pleura pas, mais sa voix tremblait. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas être un fardeau, qu'elle avait peur d'être le projet de quelqu'un que même lorsque les gens étaient gentils, elle ne savait jamais si c'était vrai ou juste de la pitié. Éric attendit qu'elle termine. Puis il dit, « Tu n'es pas ici parce que j'ai eu pitié de toi. Tu es ici parce que je t'ai vu. Parce que toi et ta mère, vous m'avez montré quelque chose qui valait la peine d'être retenu. Et je me fiche de ce qu'un gamin de l'école peut dire. Ce qui m'importe, c'est ce que toi, tu crois de toi-même. Et ce que je crois, c'est que ta place est ici. Pas comme invité, pas comme faveur. Comme famille. » Elle hocha la tête lentement, essuyant ses yeux du revers de sa manche. Puis elle posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, bien après que les koi eurent cessé de tourner en rond. Quelques semaines plus tard, Mathilda demanda à Éric si elle pouvait organiser quelque chose de spécial, un petit déjeuner dans le jardin, avec quelques camarades de classe. Angela était sceptique. Elle doutait qu'il soit sage d'ouvrir leur espace à des enfants qui n'avaient pas forcément gagné ce privilège. Mais Mathilda insista. S'ils nous voient ici, peut-être qu'ils verront plus que ce qu'on était. Peut-être qu'ils verront ce qu'on devient. Éric l'aida à tout préparer. Il acheta des tables de pique-nique, laissa Mathilda choisir les fleurs, et même cuisina un gâteau au citron lui-même, chose qu'il n'avait pas faite depuis la fac.
Angela, à l'insistance de sa fille, porta une robe vert tendre, coiffée par une styliste venue à domicile. Quand elle entra dans le jardin, la lumière effleurant ses pommettes, elle ne ressemblait pas à une patiente. Elle ressemblait à une femme qui revenait à elle-même. Quand les enfants arrivèrent, Mathilda les accueillit avec une fierté timide. Elle présenta Angela en premier. « Voici ma maman, dit-elle d'une voix claire. C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Puis elle se tourna vers Eric. « Et voici Eric, c'est de la famille. » Angela observa la façon dont ces mots tombèrent. Ils n'étaient pas récités, pas pour impressionner, ils étaient vrais. Et elle sentit ces mots s'installer quelque part en elle, entre la douleur d'hier et la chaleur de demain. Plus tard dans la soirée, après que la vaisselle fut rangée et que Mathilda dormit profondément, Angela roula jusque dans la cuisine, où Eric finissait une tasse de thé. Elle le regarda un long moment puis dit « J'ai longtemps cru que dépendre de quelqu'un, c'était une faiblesse. Que demander de l'aide signifiait que j'avais échoué. Mais maintenant, je me dis que la vraie force, c'est peut-être savoir quand s'appuyer, quand laisser quelqu'un vous rattraper. Et je veux juste te dire, je te vois toi aussi. » Eric se tourna les yeux doux. « On a tous besoin d'être sauvés parfois, dit-il. Ça ne veut pas dire qu'on est allé casser. Ça veut juste dire qu'on est humain. » Angela sourit. Pas un sourire poli. Un vrai. Un sourire avec des angles de l'histoire et de la lumière. La maison autrefois remplie seulement d'écho et d'ambition battait maintenant d'un rythme plus lent, plus profond. La guérison n'était pas une ligne droite. Il y avait des jours difficiles. Angela souffrait encore. Mathilda doutait encore. Eric se demandait encore s'il en faisait assez. Mais ensemble, dans cette famille patchwork, née d'un accident et d'une grâce inattendue, ils trouvèrent quelque chose que ni la richesse ni la survie seule ne pouvaient offrir. Un nouveau départ. C'était un dimanche matin, un de ceux où la lumière entre doucement par la fenêtre de la cuisine, où l'air sent la cannelle et le café chaud. Mathilda était assise à la table gribouillant, sur une feuille pliée, tandis qu'Éric cuisinait près des fourneaux, un geste devenu étonnamment naturel chez lui, une main tenant la poêle, l'autre une cuillère en bois. Angela était près d'eux dans son fauteuil, les cheveux relevés en un chignon souple. Un livre ouvert sur les genoux, mais elle n'avait pas tourné de page depuis 5 minutes. Son regard distrait se posait sur eux deux, évoluant ensemble dans un rythme simple qu'elle n'aurait jamais imaginé voir devenir ordinaire. Et c'était peut-être cela qui le rendait miraculeux. Eric fit glisser des œufs sur une assiette et regarda Angela. « Vous avez faim ?» Elle leva les yeux et sourit doucement, plus que je ne pensais. Il posa l'assiette devant elle, ajouta du pain grillé et des fruits de frais, puis se tourna vers Mathilda. « Et pour vous, futur chef, dit-il, en lui adressant un clin d'œil. » La petite rayonna. Angela les observait la poitrine chaude, d'un sentiment plus profond que la faim. Elle souffrait encore, parfois fort, parfois en sourdine, toujours présent. Mais ce matin-là, ce n'était plus ce qui la définissait. Et ce n'était pas seulement grâce aux médicaments, ni aux séances de rééducation, montrant de petites victoires. C'était le silence nouveau de la maison. Autrefois, il résonnait. Maintenant, il vivait. Plus tard dans l'après-midi, une fois la vaisselle terminée et la lumière du soleil glissant en diagonale sur le parquet, Eric se retrouva sur la terrasse arrière en train de tailler quelques branches rebelles de rosier. Il n'était pas particulièrement doué en jardinage, mais cela avait le don d'apaiser ses pensées. Mathilda le rejoignit, se laissant tomber sur le bord du banc, un livre dans les bras qu'elle ne lisait pas vraiment. « On va rester ici pour toujours », demanda-t-elle sans lever les yeux. Il s'essuya les mains sur un chiffon. « Tu en as envie ?» Elle hocha la tête doucement. « Oui,
mais je savais pas si toi tu voulais. Genre, pour de vrai. Pas juste jusqu'à... Eric posa le sécateur, se tourna entièrement vers elle. Mathilda, dit-il doucement, dans cette maison, il n'y a pas de jusqu'à. Il y a seulement si on veut construire quelque chose ensemble. Et moi, j'en ai très envie. Elle cligna des yeux, un sourire lui traversa le visage. Puis elle se jeta contre lui pour un câlin rapide serré plein de tout ce qu'un enfant ne sait pas encore dire. Ce soir-là, après que Mathilda fut couchée, Eric prépara du thé et apporta 2 tasses dans le salon. Angela était près de la cheminée, une couverture sur les genoux, les yeux fermés. Quand il s'approcha, elle les ouvrit. « Je réfléchissais à quelque chose, dit-il, après un moment. Je ne veux pas que vous ayez l'impression d'être ici parce que vous devez y être, ou parce que je peux offrir des choses. Je veux que vous soyez ici parce que ça ressemble à un foyer. Si c'est ce que vous voulez. » Angela le regarda longuement silencieuse. Puis elle dit, « Quand j'étais à l'hôpital, je rêvais juste d'un seul matin tranquille avec ma fille. Un matin où on ne compterait pas les factures ou les médicaments. Et maintenant je l'ai, grâce à vous. » Eric secoua doucement la tête. « Non, grâce à vous parce que vous avez continué à vous battre. Moi, j'étais juste au bon endroit, au bon moment. » Elle le fixa avec un sérieux doux. « Non, Eric, vous avez choisi de ne pas partir. Ça, c'est un autre genre de miracle. » Il posa sa tasse à côté d'elle, puis s'assit. « Je l'ai dit, et je le pense, ce n'est pas de la charité. C'est un choix. Le mien, le vôtre, le sien. Alors peut-être qu'on devrait commencer à appeler ça comme il faut une famille. Pas temporaire, pas jusqu'à... juste réel. » La gorge d'Angela se serra. Elle avait porté sa fierté comme un bouclier toute sa vie d'adulte. Le baisser même maintenant revenait à se mettre à nu devant un feu allumé. Mais il avait gagné ce droit, pas en donnant en restant. Elle sourit lentement vraiment. « Alors, vous feriez bien de vous habituer aux tartines brûlées et aux humeurs d'ado. » Il éclata de rire, libre et clair. Marché conclu. Le week-end suivant, tous les 3 plantèrent ensemble un citronnier dans un coin du jardin. Eric creusa la fosse. Mathilda posa les racines avec soin. Angela tenait le tuyau d'arrosage stable. Une petite cérémonie, mais profondément symbolique. Eric l'appela leur 2e commencement. Angela l'appela la grâce. Mathilda baptisa l'arbre l'Emonita. Et lorsqu'un voisin s'arrêta pour déposer du courrier livré par erreur, ce fut Mathilda qui ouvrit la porte et déclara fièrement « C'est ma maison. Voici ma maman. Et voici Eric, il est à nous. » Personne ne la corrigea. Personne ne le ferait jamais. Pour partager d'autres histoires qui réchauffent le cœur corin. Dans le cœur, n'hésitez pas à aimer vous abonner et activer la cloche de notification pour commencer chaque journée avec un peu de lumière de sens et d'humanité.